Dans la session qui vient, et dont Yamina Saeb vient de poser le décor, nous allons nous pencher donc sur les grands messages du volume 3 sur l'atténuation. Quelles sont les barrières à l'action? Que manque-t-il pour aller plus loin? Comment abattre ces barrières qui empêchent l'action? Quelles solutions concrètes existent déjà pour réduire les gaz à effet de serre? Comment être à la hauteur des objectifs importants donnés par ces transformations majeures? Quelle coordination nécessaire entre les échelles de décision? Pas mal de questions. On repartira de cette discussion avec beaucoup d'autres questions. Et pour nous aider à explorer toutes ces questions, j'appelle Valérie Quignou-Ramus, directrice exécutive prospective et recherche à l'ADEME, Benoît Leguet, directeur général d'I4ACE, Joseph Adjar, directeur de programme climat au secrétariat général à la planification écologique, et Yann Françoise, directeur adjoint de la transition écologique de la ville de Paris, et Lola Valero, directrice du programme climat de l'IDRI. Tout le monde est là, tout le monde a son siège. Benoît, vous devrez nous quitter à 12h30. Voilà, j'annonce la couleur. Ouais, malheureusement. Et j'annonce également une autre couleur. Nous allons sans doute dépasser de quelques minutes, mais pas tant que ça. Tout dépendra également de votre question et de votre capacité à répondre à ces questions très complexes et très vastes en très peu de temps. C'est toujours le défi complètement insoluble que nous arrivons malgré tout à solutionner à chaque fois. Valérie Quignou-Ramus, j'ai envie de démarrer avec vous, parce que là, on a parlé des différents scénarios, et avec vous, on parle également des différents scénarios. L'ADEME a travaillé sur 4 scénarios pour agir. Transition 2050, vous le retrouvez sur Internet. Transition 2050, est-ce que vous pouvez nous en expliquer, en peu de temps, nous en rappeler le contexte et les ambitions? Pourquoi avoir choisi ces 4 scénarios et pourquoi les avoir explorés à ce point-là? Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci. Alors je pense que je vais réussir à être assez concise parce qu'en fait ce qui est bien c'est que Yamina Saeb a vraiment posé le décor de façon extraordinaire et j'en profite d'ailleurs je trouve pour saluer ce type de scientifique qui je pense peut faire entendre la voix de la sobriété au niveau international, donc chapeau. Donc alors effectivement nous l'ADEME justement a été inspiré par les scénarios du GIEC. En fait on a publié donc l'année dernière, Éloi le rappelait, en novembre 2021 donc 4 scénarios, mais l'exercice a commencé en fait assez tôt en 2019 à l'ADEME. Et on était inspiré en fait par le rapport 1,5 degré du GIEC qui explorait justement 4 scénarios sur la base de SSP, donc de Shared Socio-Economic Pathways, donc qui étaient en fait justement des sortes de chemins possibles, mais prenant en compte toute la dimension socio-économique. Donc ça nous a inspiré. Alors, disons, on avait un objectif en tête, enfin 2 objectifs en tête. Le premier était d'avoir des éléments pour enrichir, si possible, les débats préalables aux présidentielles, donc fin 2021 pour les présidentielles de 2022. Et puis, deuxième objectif, et qui là d'ailleurs se concrétise en ce moment, c'était d'avoir des éléments concrets pour alimenter également les discussions, les groupes de travail de la stratégie française énergie-climat, avec la prochaine stratégie nationale bas carbone. Alors, les SSP, là, les fameux Shared Socio-Economic Pathways, nous auront inspirés puisque, en fait, on est parti justement de cette dimension socio-économique. En fait, on est parti de la dimension mode de vie. Parce que finalement, l'énergie, elle est partout. On a souvent tendance à la réduire à l'électricité. En fait, pas du tout. L'énergie, on en a besoin pour tout, pour l'alimentation, pour se déplacer, pour se loger. Et elle est sous d'autres formes que la forme électricité. Et donc, au-delà de alimentation, habitat, mobilité, on a aussi voulu explorer la production industrielle, la production d'énergie au sens large, la production agricole, prendre en compte également les dimensions de puits. Et puis ouvrir aussi sur d'autres éléments, c'est-à-dire pas que la neutralité carbone et les gaz à effet de serre, mais aussi les ressources dans un contexte de limite planétaire. Et donc en explorant l'eau, les sols, l'usage des sols, la biomasse, hein, vraiment clé, et puis les matériaux, les métaux. Donc, en fait, ça nous a mené à 4 scénarios. Le premier, génération frugale. Un deuxième, coopération territoriale. Un troisième, technologie verte. Un quatrième, Paris réparateur. Alors déjà, peut-être au travers des noms, vous voyez un petit peu quel est le grand thème, on va dire, de chacun d'entre eux.
Mais donc, globalement, on a utilisé 3 leviers que justement Yamina a rappelé clairement. Le premier levier, qui est le levier de la sobriété, et qu'on a beaucoup utilisé dans nos scénarios 1 et 2, de façon un petit peu plus contrainte dans le scénario 1 que dans le scénario 2. Le levier de l'efficacité énergétique et le levier de la décarbonation. Et puis ces 4 scénarios, ils se distinguent également par le mode de gouvernance. Typiquement, on est plus dans une gouvernance au niveau des territoires, surtout dans notre scénario 2. Tandis qu'on est plus dans une gouvernance au niveau global, national, dans notre scénario 3 en particulier, où on a vraiment des décisions politiques de planification de grande ampleur. Et puis enfin, ces scénarios, ils se distinguent en termes d'impact, et c'est là le plus important, c'est que typiquement notre scénario 4, on est effectivement dans un pari réparateur avec des impacts forts, parce qu'en fait on continue nos modes de vie comme si de rien n'était. Mais du coup, ça veut dire effectivement faire appel à la géo-ingénierie qui est extrêmement aujourd'hui incertaine. Mais en même temps, voilà, on voulait aussi souligner que, ok, si on continue comme aujourd'hui, il faudrait essayer d'avoir des technologies justement qui aujourd'hui ne sont pas matures. Voilà, donc ces 4 scénarios, on essaie aussi de les rendre, facilement compréhensible au grand public. On a essayé de faire des efforts de communication au travers de podcasts, de petits films courts, d'interventions avec des artistes, etc. Et je vous invite à voir tout ça sur le site transition au pluriel 2050.adem.fr. Juste un mot sur cette sobriété, sans forcément être redondant avec Yamina Saeb. Comment est-ce qu'on peut décliner cette sobriété? Est-ce qu'il faut vraiment passer... Oui, on passe d'abord par les politiques publiques avant de demander aux citoyens quelque chose? Alors oui, effectivement, c'est vrai que la sobriété, on la voit souvent comme un changement de mode de vie. Je change, je passe au vélo plutôt que de prendre ma voiture. En termes d'habitat, on a exploré des dimensions du type partager certains équipements, du coup avoir, typiquement peut-être des buanderies dans des immeubles. C'est aussi renoncer finalement à une maison secondaire et plutôt être dans le partage lorsqu'on part en vacances, de la location, etc. La mobilité, par exemple, en effet, c'est pas uniquement un choix. En fait, ce qu'on a voulu souligner, c'est que la sobriété, elle était basée certes sur une décision quand même individuelle, mais qui n'est permise que dans une organisation, dans un contexte en fait d'infrastructures qui permettent certains choix. Et pas que des infrastructures, ça peut être aussi des politiques d'emploi, par exemple, parce que le fait de renoncer à sa voiture dans des trajets au quotidien, ça peut vouloir dire effectivement que les employeurs acceptent d'avoir plus de télétravail ou du travail à partir d'espaces de coworking, etc. Et puis, la sobriété peut amener aussi à des changements profonds de notre économie. Sur l'alimentation, un des facteurs clés, c'est réduire notre consommation en viande. Et ça, si on le dit comme ça, les agriculteurs vont être vent debout contre cette proposition, on va dire. Oui, donc que ce soit d'un point de vue agriculture, d'un point de vue production industrielle aussi, qui va être impactée par une consommation en baisse, il faut que les politiques publiques puissent accompagner effectivement les potentiels perdants, inciter en même temps aussi à des comportements de nouveau individuels et économiques plus vertueux. Merci. Benoît Leguet, donc votre temps imparti va être relativement court, mais ça fait partie du jeu. Pour vous, Benoît, alors vous êtes directeur général d'I4Race. I4Race en 2 mots. L'Institut de l'économie pour le climat, donc un think tank qui travaille sur les questions de financement de la transition. Pour vous, il y a un besoin d'investissement massif et rapide dans la transition. J'aimerais bien qu'on mette le curseur sur rapide. C'est quoi rapide ? Et c'est quoi massif aussi, peut-être? Alors, le rapide, ça commence aujourd'hui. Alors, peut-être en 2 mots déjà. Combien investit-on aujourd'hui pour la transition? Parce qu'on regarde les investissements, parce qu'en fait, on part du principe que pour se mettre sur une trajectoire décarbonée et adaptée au changement climatique, il va falloir de l'investissement, quel que soit le scénario retenu. Même pour un scénario de type sobriété, et Yamina l'a rappelé, si vous voulez mettre la moitié de la France à vélo, en fait, il faut des pistes cyclables et des vélos. Et donc, il faut de l'investissement derrière. Alors, on regarde chaque année, en fait, combien
on investit en France, alors je vais détailler qui est le on, en France chaque année pour le climat. La réponse, 84 milliards d'euros. Donc en 2021, on a investi 84 milliards d'euros en France en faveur d'investissements décarbonés sur 3 secteurs, hein, énergie, bâtiment, mobilité, infrastructure et véhicules, pour faire très simple. Alors les on, c'est qui? C'est les pouvoirs publics, c'est l'État, qui investit relativement peu, mais accompagne beaucoup. Les collectivités territoriales, qui investissent pas mal, les ménages, les entreprises. Voilà, c'est qui le on. Et donc, 84 milliards d'euros. Une fois que je vous ai dit ça, vous me dites, bah oui, très bien, c'est assez, c'est pas assez, c'est bien, c'est pas bien. Alors, je vais vous dire, c'est bien, mais c'est pas assez. Alors, premier point, ça ne préjuge pas, les montants ne préjugent pas de la qualité de la dépense publique. Vous pouvez avoir plein d'argent, par exemple, de dépenses publiques ou privées, vous pouvez avoir plein d'argent qui part vers des objets qui réduisent les émissions, mais pas suffisamment pour nous maintenir sur une trajectoire zéro carbone, enfin neutre en carbone à horizon 2050, par exemple. Et puis, quand on ne regarde que le volume, en fait, même si on regarde le volume, on se dit, en fait, il n'y a pas assez d'argent pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire finalement la trajectoire officielle de l'État français. Alors on s'est amusé, alors je vais rebondir sur ce que disait Valérie, on s'est amusé, on a des amusements à l'Institut d'économie pour le climat, on s'est amusé à chiffrer les besoins d'investissement dans les 4 scénarios qu'a mentionné Valérie. Donc de génération frugale jusqu'à Paris réparateur. Et en fait, il faudrait investir entre 13 et 30 milliards d'euros supplémentaires, publics et privés, chaque année, sur la décennie 2021-2030. Donc on est déjà un petit peu en retard, on va dire, mais pour tenir les objectifs des différents scénarios qui bouclent tous, sauf erreur de ma part, sur neutralité carbone à horizon 2050. Donc la question c'est, comment fait-on? Alors même dans le scénario sobre, 13 milliards d'euros d'investissement supplémentaires, et encore une fois sans préjuger de la qualité de ce dans quoi on investit aujourd'hui. Et puis évidemment, plus on va vers les scénarios Paris réparateur, enfin S3, S4, etc., plus les besoins d'investissement augmentent. 30 milliards d'euros en plus, comment fait-on pour mobiliser plus d'argent? Alors ce qu'on peut voir quand même, je vous ai dit 84 milliards d'euros en 2021. En 10 ans, les investissements en faveur du climat ont doublé en France. Doublé. C'est une bonne nouvelle. Et notamment, il y a eu une accélération entre 2020 et 2021 qui est liée certainement à l'effet plan de relance. Scoop, quand on met de l'argent public, ça permet d'attirer de l'investissement public et de l'investissement privé, et les investissements globalement augmentent, mais notamment les investissements en faveur du climat augmentent. Aujourd'hui, 1 euro d'argent public, ça veut dire qu'en face, il y a 1 euro d'argent privé. C'est une observation, ce n'est pas un lien de causalité. Il ne suffit pas de mettre 1 euro d'argent public pour qu'il y ait 1 euro d'argent privé qui arrive. Mais en fait, pour faire cette transition, on a besoin aujourd'hui d'1 euro public pour 1 euro privé, avec un périmètre qui varie selon les secteurs. Dans le transport, c'est essentiellement de l'argent public, pour faire simple. Dans le logement, c'est essentiellement de l'argent privé, toujours pour faire très simple. Donc, mettre plus d'argent public et privé, pour ça, il va falloir aussi plus d'argent public. Alors, ça peut faire mal en cette période de disette budgétaire, mais l'argent public sert à plusieurs choses. Il sert à investir, mais également à accompagner les ménages et les entreprises qui vont faire leurs investissements. Et puis je vais finir en disant, les besoins d'investissement massifs, c'est bien, donc il faut commencer maintenant, on est déjà en retard en fait. En fait, c'est pas si massif que ça, mais on ne l'a fait que sur 3 secteurs, hein. On n'a pas traité tout ce qui est industrie, adaptation, agriculture, etc. Et puis, il y a un élément clé là-dedans, c'est, souvenez-vous du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. En fait, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait qui est nuisible aujourd'hui? Les investissements fossiles, en France, 2021, 62 milliards d'euros. Alors, bonne nouvelle, là-dedans, il y a une bonne partie qui est des véhicules. Alors, un véhicule thermique, ça a une durée de vie de 16-17 ans, donc on peut se dire, ça sera... Avant 2050, ces véhicules seront mis au rebut. Mais quand même, il faut se poser la question, dans pas trop longtemps, il y a une question, comment fait-on pour ramener les investissements fossiles à zéro? Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne raison pour laquelle on fait ces investissements fossiles. Comment fait-on pour les ramener à zéro rapidement? Et puis l'éléphant dans la pièce également, c'est les questions d'adaptation au changement climatique. Comment fait-on pour s'assurer que tous les investissements qui vont être nécessaires pour nous amener à la neutralité carbone nous amènent en même temps sur une trajectoire d'adaptation au changement climatique? Pareil, même question, et un truc quand même assez compliqué, on a regardé les montants d'investissement public, d'argent public, qui partaient vers des programmes d'investissement pour lesquels la question de l'adaptation n'était pas explicitement posée. On a trouvé 50 milliards d'euros. Alors on peut se dire, waouh, c'est de l'argent mal dépensé. Ouais, peut-être. En tout cas, on peut se poser la question de savoir, est-ce que cet argent qu'on est en train de mettre chaque année aujourd'hui, est-ce qu'il va pas falloir redépenser ça dans 30 ans, 20 ans, 10 ans, peut-être 6 mois? Donc question d'efficacité de la dépense publique. Et une fois qu'on a trouvé les 50 milliards, alors on se dit, bah, c'est facile, il n'y a qu'à Faucon, il faut les ramener à zéro. Ouais, sauf que quand on regarde tous les processus de décision qui conduisent à mettre ces 50 milliards d'euros sans se poser la question de l'adaptation, en fait, il y en a beaucoup, c'est l'ensemble quasiment des décisions publiques. Donc il faut tout mener de front et il faut
pour rendre tous ces investissements le plus efficace, le plus impactant possible, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit efficace aussi. Alors, et c'est quoi votre reco à vous là-dessus? Alors, ma reco déjà, c'est qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Alors, comme Joseph est là, je peux le dire, le fait qu'il y ait un secrétariat général à la planification écologique, à titre personnel, ça me semble une très bonne chose. Au sein de la Direction générale du Trésor, il y a un pôle zéro carbone qui est en train de se constituer. C'est pareil, petite nouveauté institutionnelle, moi j'aime bien. Et puis peut-être de façon... donc il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a peut-être aussi une question de payer des gens à poser des questions stupides à certains moments. Typiquement pour les 50 milliards d'euros d'argent public qui vont vers des projets pour lesquels la question de l'adaptation n'est pas forcément posée, il n'y a qu'à, entre guillemets, payer des gens à poser la question. Alors c'est simple à dire comme ça, mais en gros, que quelqu'un, à chaque fois qu'il y a de l'argent public qui est impliqué, soit que ce soit une décision d'investissement public, soit même la rénovation d'un logement privé qui se fait avec de l'argent public, que quelqu'un à un moment lève le doigt et dise « Hep, les gars, à plus 2, plus 4 degrés, est-ce que ça tient toujours la décision qu'on est en train de prendre, est-ce qu'elle est robuste ?» Et puis dernier élément sur les questions, j'allais dire, de gouvernance, de prise de décision, c'est la question, c'est donner de la visibilité aux acteurs économiques. L'essentiel des investissements, ça va être de l'argent privé, pour le dire très rapidement, des ménages, des entreprises. À ces acteurs, il faut leur donner de la visibilité, alors réglementaire, etc., tout ce qu'on veut, leur dire voilà de quoi demain sera fait, et puis voilà l'argent public qui va servir à accompagner la transformation. Et donner cette visibilité, pour moi, c'est très utile, parce que finalement, quand on a des opérateurs, des industriels, des ménages qui doivent engager des capitaux sur des durées longues, leur donner de la visibilité en disant voilà l'argent public qui va vous accompagner, ça va générer des investissements. Aujourd'hui, on est dans une gouvernance qui est celle qu'on a sur les questions budgétaires en France, c'est-à-dire qu'on a une annualité, chaque année, et là on est en plein dedans, le Parlement vote un projet de loi de finances, année après année. Qu'est-ce qui vient dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On n'en sait rien, et c'est un on collectif. Hein. Enfin, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'État se dote au moins d'une capacité de projection. Un business plan, quoi. Un business plan, appelons-le un business plan. Voilà, on a un peu une transformation de l'économie à faire en 30 ans. C'est quoi le business plan? C'est quoi la part du public, du privé? Et ensuite, que la puissance publique puisse dire, ben voilà, moi, je vais mettre tant dans le business plan, quitte ensuite à revoir le business plan, parce que rien ne va se passer comme prévu, heureusement, c'est fait pour, mais en tout cas avoir cette forme de visibilité qui permettrait de déclencher les investissements publics et privés. Merci Benoît, vous partez quand vous voulez, il est 24, c'est vous. Joseph Adjar, vous êtes directeur de programme climat au secrétariat général à la planification écologique, donc c'est une bonne nouvelle comme l'a souligné Benoît, c'est une bonne nouvelle que vous soyez là, merci. Bon, je ne dis pas que vous portez la responsabilité de la parole de l'État dans cette table ronde, mais un peu. Comment se dote l'État pour être au rendez-vous? Là, il y a un cap, il est crucial. Comment faites-vous? Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Ça a déjà été un peu évoqué par les précédents intervenants. Bon, d'abord, il y a plein de mesures qui permettent de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs. Il y a un travail permanent pour renforcer ces mesures, espérer qu'elles soient à la hauteur de nos ambitions. Mais on voit bien que sur ces sujets-là, il y a besoin d'une vision, alors d'abord de long terme et d'une vision un peu plus globale que secteur par secteur. Et c'est pourquoi depuis 2015, la France a, qui a été citée, une stratégie nationale bas carbone. Donc c'est la feuille de route de l'État pour l'atténuation climatique. Cette feuille de route, elle a été révisée en 2020 lorsque la France a endossé l'objectif de neutralité carbone en 2050 à la suite des accords de Paris. Et on va avoir une nouvelle révision à l'horizon 2024 pour prendre en compte cette fois-ci le rehaussement de l'ambition à l'horizon 2030 qui a été décidé au niveau européen. Et donc voilà, ça c'est ce qui structure vraiment l'action de l'État pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est important, c'est que cette stratégie, elle se base d'abord sur un important travail de modélisation, à travers un travail de scénario prospectif comme les travaux de l'ADEME qui ont été évoqués. Donc ça, c'est pour s'assurer que la trajectoire qu'on est en train de viser, elle boucle, elle est cohérente physiquement, enfin voilà, qu'on quantifie les choses. Elle se base aussi sur un important travail de concertation, à la fois avec l'ensemble des ministères, parce que c'est pas que l'affaire du ministère chargé du climat ou de l'énergie, c'est un sujet qui est par essence très transversal, avec les différentes parties prenantes aussi, hein, donc les entreprises, les responsables syndicaux, les associations, etc. Il y a tout un processus de concertation et le grand public aussi à certaines étapes. Et ce que cette stratégie fait, alors c'est d'abord, elle fixe des budgets carbone, donc des plafonds d'émissions que la France ne doit pas dépasser pour 3 périodes de 5 ans. Donc ça, chaque année, on voit les émissions de l'année dernière et on voit où on en est par rapport à la trajectoire. Il y a un certain nombre d'indicateurs, donc voilà, ça permet de piloter et en tout cas de savoir où on se situe par rapport à nos objectifs. Et cette stratégie, elle définit aussi des orientations
parce que du coup on est sur quelque chose de très transversal et donc l'enjeu c'est de mettre les politiques sectorielles donc dans l'ensemble des secteurs en cohérence avec cette trajectoire et donc la SNBC elle fixe de nombreuses orientations pour que chaque politique sectorielle soit cohérente avec la trajectoire qu'on est en train de viser. Et voilà, donc ça c'est vraiment un peu le socle de l'action. Ce que je souhaitais aussi indiquer rapidement, c'est qu'il y a eu aussi un travail sur la gouvernance climatique, hein, c'est un mot qui a aussi été cité, avec la création du Haut Conseil pour le climat, donc qui permet d'apporter un regard indépendant sur la politique climatique de l'État, les travaux de la Convention citoyenne aussi, qui ont été aussi une expérience très intéressante de ce point de vue-là, et peut-être un dernier mot pour faire écho avec peut-être ce que Yann Françoise va dire, mais il y a aussi beaucoup de travaux en cours pour mieux articuler la vision nationale et les stratégies des collectivités territoriales, parce qu'il faut mettre en cohérence aussi l'action entre les différents échelons territoriaux. Et aussi, il y a un enjeu très fort, parce que l'État n'est pas... tout ne dépend pas de l'État quelque part, donc il y a un enjeu aussi de pouvoir engager les entreprises, ça a été évoqué, également les citoyens, pour que voilà, chacun puisse agir à son niveau. Et il y a une nouveauté assez récente, c'est que finalement le secrétariat général est rattaché à Matignon maintenant. Ça permet quoi? Ça permet une accélération, ça permet un passage à l'échelle, ça permet quoi? Oui, alors, il n'est pas maintenant rattaché à Matignon, il a été créé. Donc effectivement, dans ce gouvernement, la Première ministre est chargée de la planification écologique. Donc c'est effectivement une nouveauté institutionnelle. Un secrétariat général a été créé voilà, pour mettre en œuvre concrètement cette planification. Alors je pense que c'est d'abord la reconnaissance du fait qu'on est devant des enjeux qui sont vitaux, qui sont transformationnels et donc qui doivent être portés au plus haut niveau. C'est aussi une façon d'engager et de créer un cadre de redevabilité des différents ministres envers la Première ministre. Ça ne devient plus que le sujet du ministre chargé de l'environnement, c'est le sujet de l'ensemble du gouvernement, et donc ça change aussi un petit peu la façon dont peut-être les politiques sont menées. Il y a aussi un enjeu, parce qu'ici on parle beaucoup de climat, mais d'articuler les différentes stratégies environnementales, parce que dans la planification écologique, on va parler aussi de biodiversité, on va parler de préservation des ressources, on va parler d'enjeux de santé environnement, et donc on a différentes stratégies sur ces volets-là, donc il faut faire en sorte qu'on tire parti des synergies, on n'ait pas aussi des effets parfois antagonistes, donc c'est important d'avoir cette vision aussi transversale. Et après, il y a un petit enjeu, alors plus de cuisine administrative, mais il faut aussi fluidifier un peu le travail interministériel parce qu'on est sur des thématiques transversales, il y a beaucoup d'administrations, de services différents qui travaillent sur ces enjeux-là. C'est important parce qu'à la fin, c'est toujours un arbitrage politique qui est pris. Il faut que ces arbitrages ils soient le mieux documentés possible et qu'on ait bien pu poser où sont les accords, où sont les désaccords. Et peut-être un dernier point pour finir avec l'enjeu de la création de cette notion de planification écologique, c'est que ça fait un petit peu écho, je pense, au message de Yamina Saheb, c'est qu'on est devant aussi des questions et des choix de société. Hein, il faut qu'on reconnaisse que les obstacles techniques, en tout cas les enjeux techniques, sont pas forcément les plus difficiles et qu'il y a des vraies questions d'acceptabilité sociale, politique, économique, et que ça peut pas être la prérogative d'un seul ministre, c'est vraiment l'action de l'État dans son ensemble qui est en cause. Merci Joseph. On va continuer cette conversation et noter toutes vos questions, bien sûr, sur QR code que vous avez flashé et vous posez vos questions. Et vous, en direct, à côté de l'écran où vous nous regardez, vous avez le petit outil pour poser des questions. Yann Françoise, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur adjoint de la transition écologique de la ville de Paris. La ville de Paris a opté pour faire un bilan carbone, et il y a très longtemps, pour faire un bilan carbone de manière très très particulière, puisqu'il englobe absolument toutes les externalités de la ville de Paris. C'est ça ou je suis allé trop vite? Vous pouvez le dire, je suis allé trop vite. Non, c'est un bon résumé. Simplement, cette histoire, elle a commencé en 2004, donc ça fait quelques temps. Après, on essaye de rassembler tout ce qu'on peut dans ce qu'on appelle maintenant l'empreinte carbone du territoire parisien. Et c'est vrai qu'on est sûrement encore une des rares villes au monde qui comptons les avions pris par les Parisiens pour leurs besoins professionnels ou de loisirs, et puis l'alimentation consommée par tous les acteurs du territoire de Paris, habitants, travailleurs ou autres. Vous avez rarement ça dans une empreinte carbone de collectivité et surtout dans le plan climat qui est décliné derrière. Pourquoi ça? Tout simplement, en fait, la question ne s'est pas posée en fait, du tout à l'époque, c'est-à-dire qu'on est un territoire qui a des responsabilités, qui regarde ce qui se passe chez lui. Donc bien évidemment, on a sur notre empreinte carbone un quart des émissions locales, classiquement la consommation énergétique de tout ce qui roule et tout ce qui est consommé dans les bâtiments parisiens. Et puis tout ce qu'on génère à l'extérieur, parfois très très proche, de l'autre côté du périphérique, et parfois très très loin. Et donc ça fait partie d'un acte de responsabilité décidé par le Conseil de Paris dès 2004. Et donc ça fait quasiment 18 ans qu'on suit cette balance, qu'on voit son évolution, et qui permet aussi d'avoir un plan un peu plus de grande envergure
et aussi de s'appuyer ou parfois titiller et de faire des plaidoyers auprès de mon voisin, mais aussi au niveau européen. Par exemple, si la politique agricole commune varie, elle fera varier aussi dans un sens ou dans l'autre la balance de gaz à effet de serre du territoire de Paris. Selon par exemple la décision qui était dans le plaidoyer du précédent plan climat, qui a été repris dans la loi climat résilience sur l'abolition des courts courriers en termes d'avions, obligatoirement ça aura un impact aussi. Alors, est-ce que c'est la politique qui mène à la sobriété ou est-ce que c'est la sobriété et la pression populaire qui mènent à certaines politiques? Ça, il faudra quand même revoir aussi certains moments, parce que c'est aussi parce que par moment, il y a une certaine pression d'une partie de la population qu'on arrive aussi à accélérer certaines politiques et que l'acceptabilité passe. Donc il y a toujours un enjeu de trouver la bonne politique au bon moment et de répondre aux attentes aussi. Et on se pose parfois la question des impacts d'une décision. Une décision votée en conseil municipal sur le territoire de Paris, c'est quoi l'impact finalement? Parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas résoudre 100% d'un champ. Bien évidemment que non, mais en revanche ça fait partie de notre contribution. Après effectivement il faut s'interroger sur l'alignement de toutes nos politiques. Voilà, de la politique parisienne, de la politique métropolitaine, de la politique régionale, de la politique nationale, et puis quand on évoquait la politique européenne. Mais on n'a rien inventé, c'est aussi marqué dans l'accord de Paris, il faut qu'il y ait l'alignement de toutes les politiques. Alors par moment, on n'est pas toujours dans le même axe, dans le même concert, il faut qu'on arrive à se rejoindre. On sera toujours, bien évidemment, tous critiques, positifs envers l'État pour appuyer plus une décentralisation, pour accélérer la mobilisation locale, parce qu'il y a un vrai pouvoir local d'accélération, etc. Mais après, on est aussi dans un contexte national qui est particulier. On le voit très bien avec la crise énergétique actuelle. On est sur un contexte national, très régulé, alors qu'il y a des possibilités locales. Mais par exemple, là, quasiment toutes les collectivités ont signé la charte EcoWatt du gestionnaire du réseau de transport en termes de solidarité pour essayer d'informer, de jouer notre part de sobriété aussi, active ou parfois positive et négative, mais il faut qu'on embraye. Et donc c'est là la difficulté de nos décisions. Alors, par exemple, quand nous on décide éventuellement d'avoir 2 plats végétariens dans les cantines municipales parisiennes, ça a un impact, bien évidemment, à un moment donné, mais ça redonne aussi un levier. Quand on a lancé le début des repas bio et locaux dans les cantines parisiennes en 2007, tout le monde nous est tombé dessus en disant votre objectif il est inatteignable. C'était 30% en 2020, il n'y a pas de filière, etc. Mais à la fin, on représente 30 millions de repas annuels. Quand on fédère les 30 millions de repas, etc., sur la collectivité, on envoie des signaux, comme le disait Benoît, un signal à long terme. Et finalement, bah oui, effectivement, en 2020, on n'est pas à 30%, on est à 90% dans les crèches et 60% dans les écoles. Donc on a dépassé et on a fait des filières régionales. Donc c'est aussi ça, la possibilité qu'on puisse s'agréger, mais il faut aussi qu'on puisse après avoir des moteurs à l'action. Et moi, je reviens sur une discussion qu'il y a eu aussi. On attend beaucoup de nous tous, là, nous deux, entre autres, pouvoirs nationaux, pouvoirs publics. On est des agrégateurs, des catalyseurs, mais on est aussi des agrégateurs et catalyseurs de ce qui se passe en termes d'action privée et économique sur le territoire. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle beaucoup d'investissement public, de nécessité d'envoyer des signaux, etc. Mais le premier vecteur qu'il y a, c'est comment on arrive à redonner confiance des actions privées par les investisseurs privés. Nous, pouvoirs publics, comme le fait l'État ou certaines collectivités comme nous, on peut parfois mettre 1 euro pour être un déclencheur. Mais il ne faut pas oublier que les autres euros, c'est de l'argent privé. Et donc comment on redonne confiance? Une collectivité comme Paris n'a pas de problème sur le marché pour se financer, pour trouver de l'argent. Et de l'argent, entre guillemets, pour des projets verts, il y en a. Parce qu'il y a plein de portfolios qui veulent décarboner. Mais comment on donne confiance à ces investisseurs qui veulent décarboner leur portfolio, d'aller vers des projets locaux qui ont peut-être moins de garanties que la collectivité ou que l'État. C'est la même chose pour d'autres communes à l'international ou d'autres pays internationaux. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, on a créé par exemple le Paris Fonds Vert, on a mis 15 millions, on a agrégé 180 millions pour accompagner les entreprises. C'est de l'investissement dans des projets privés. Il n'y a rien de public derrière, mais on n'aurait pas mis les 15 millions de garantie, on n'aurait peut-être pas eu les 180 millions d'investissement. Et on a entendu les chiffres. Nous, on a agrégé 180 millions. On est encore loin de ce qui serait possible. Et il faut qu'on accélère cette confiance dans le domaine privé. Merci Yann. On va poursuivre cette conversation. Lola Valero, alors vous êtes directrice... vous êtes directrice Climat de l'IDRI. Directrice du programme Climat de l'IDRI. Ben voilà. C'était dans mes fiches, mais je me perds. Lola, j'ai envie de vous poser une question, mais elle va être pareille, très très vaste, mais je sais que vous allez bien y répondre. Comment accélérer la transition en France
Juste en France d'abord, mais j'imagine que de toute façon, vu les interdépendances... Donc l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Évidemment, dans la conversation aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur l'accélération en France. Ouais. Et pour ne pas rajouter à tout ce que les autres intervenants ont dit, qui était très pertinent, peut-être juste une note d'actualité. En ce moment, avec la crise énergétique, ça met en relief quelque part l'importance de tenir ces objectifs et non seulement de se fixer un cap, mais aussi d'avancer dans la mise en œuvre. Notamment, la question des énergies renouvelables, elle nous semble vraiment importante parce que forcément, avoir des énergies décarbonées, c'est aussi ça qui va permettre de décarboner le reste de l'économie et de la société. Et on a actuellement un projet de loi sur les énergies renouvelables qui est en train de passer. Peut-être juste pour illustrer l'importance de ce secteur-là, c'est vraiment un secteur qui est absolument majeur parce que, avec l'explosion des prix de l'énergie, si on avait tenu nos objectifs d'énergie renouvelable à 2020, pour rappel, on est à 19% en 2020 d'énergie de consommation brute liée aux énergies renouvelables, alors qu'on devait atteindre 23%. En fait, ça nous aurait permis de faire des économies bien plus importantes que ce qu'on a réussi à faire actuellement. Aujourd'hui, le secteur des énergies renouvelables, il nous permet de gagner 31 milliards d'euros en 2022-2023 et uniquement 22 pour l'éolien. Donc c'est vraiment une sorte de manne très importante. Et le retard qu'on a accumulé dans nos objectifs ENR, il nous coûte actuellement entre 6 et 9 milliards. Donc dommage que Benoît soit parti parce que c'est quand même l'homme des chiffres. Mais c'est vraiment pour illustrer l'importance d'accélérer dans la mise en œuvre et juste pour dire qu'un élément qui nous semble important à l'IDRI là-dessus, c'est notamment de créer des liens avec les territoires pour faciliter l'appropriation des projets d'ENR, notamment de faciliter le développement des communautés d'énergie citoyenne, qui est une sorte de mouvement qui a été lancé notamment au niveau européen. On a des coopératives qui existent en France, mais il faudrait vraiment s'appuyer peut-être sur ce modèle-là pour faciliter le déploiement de l'éolien en particulier, mais aussi des autres énergies renouvelables, et notamment des énergies renouvelables thermiques. J'insiste là-dessus parce que ça me semble assez emblématique des difficultés qu'on peut avoir sur la mise en œuvre, et je pense que plus que ces chiffres, c'est peut-être le risque de tension peut-être autour de ces questions de mise en œuvre et le risque de politisation de ces questions-là, qui me semble potentiellement dangereux pour tenir nos objectifs. Et peut-être une deuxième note de contexte actuel. Donc, je parlais du projet de loi sur les ENR. On est aujourd'hui dans la période où la Convention internationale sur la biodiversité se réunit à Montréal pour essayer d'avoir un accord cadre de même ampleur que l'accord de Paris sur le climat en 2015. Peut-être aussi pour rappeler, ça a été dit évidemment par Yamina dans sa présentation sur la sobriété, mais le lien entre l'ensemble des ressources naturelles et les objectifs climat, il est vraiment majeur. Aussi, si on veut arriver à mener de front la lutte contre le changement climatique et contre l'érosion de la biodiversité. Parce que si on n'y prête pas attention, et si justement on ne donne pas toute sa place à la sobriété, on pourrait développer des solutions pour le climat qui pourraient être très néfastes pour la biodiversité, notamment si on continue à accélérer le changement d'usage des sols. Donc je voulais juste rappeler ces deux points de contexte-là. Et je prends en vol une question de quelqu'un qui est dans la salle, alors qu'il la pose plus à M. Ajar et M. Leguet qui est parti, mais que je vous pose à vous, Lola Valero, mais vous, Joseph, vous pourriez répondre bien sûr. SGPE, Haut Commissaire au Plan, CNR, n'y a-t-il pas trop d'outils ? Et ça fait écho à une discussion que nous avions en amont de cette discussion, Lola Valero, sur ce besoin de lisibilité finalement. Il y a énormément de programmes. Est-ce qu'ils se parlent tous? Et comment faire en sorte que oui et comment avancer? Alors c'est une très bonne question. Je pense que pour parler des innovations de gouvernance que Joseph a mentionnées, elles sont évidemment très positives parce qu'on a besoin d'une expertise publique, indépendante, reconnue, avec un rôle dans le processus international pour conseiller, évaluer l'action du gouvernement, par exemple, pour parler du Haut Conseil pour le climat. On a besoin de plans de long terme. Peut-être le risque qu'on a actuellement, c'est aussi d'avoir peut-être trop
trop de feuilles de route et de perdre en lisibilité. Parce que finalement, si on a une sorte de cap très clair... Déjà, moi mon regret personnel, c'est que la SNBC, je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Elle n'est pas assez... Alors, elle est probablement sous la responsabilité de la Première ministre, mais je pense que si on parle au grand public ou même à la plupart des grandes entreprises privées, ni le processus lui-même ni ses implications sont forcément très bien connus, alors qu'on parle énormément de climat actuellement. Donc ça pourrait être renforcer l'importance politique de cette SNBC. Et il y a aussi beaucoup d'autres processus qu'on n'a pas mentionnés, mais il y a par exemple des feuilles de route ministérielles qui ont été publiées. Et il y a aussi des feuilles de route sectorielles qui sont en train d'être développées. Et peut-être l'articulation entre ces différents plans est pour l'instant pas complètement clarifiée, mais c'est aussi justement un des avantages d'avancer sur ces questions de planification écologique. Je pense que la question de la lisibilité pour le grand public, les entreprises et l'ensemble des ministères, elle est très importante. Il faut aussi expliciter peut-être les points bloquants, et justement pour les ministères à qui ça va mettre des bâtons dans les roues potentiellement, ou alors où ça va à l'encontre de leur culture, être clair sur les arbitrages qui sont pris. Et c'est pour ça que le travail de l'ADEME notamment était très clair. Bon, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il faut qu'on clarifie quelle est la façon que choisit la France et les grands choix qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait. Et voilà la feuille de route. Joseph Adjar, la question vous était posée à vous initialement. Oui, est-ce que trop de gouvernance tue la gouvernance? Effectivement, il y a beaucoup de processus en cours de nature assez différente. On en a évoqué quelques-uns. Moi, je pense que ça va se cristalliser avec le temps aussi. La création du SGPE est aussi là, quelque part, pour faire converger un peu ces différentes initiatives dans quelque chose qui est cohérent. Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas occulter le fait qu'on est devant des questions qui sont tellement complexes, qui sont tellement transversales, qui touchent tellement à tout, que on peut se permettre de faire un peu feu de tout bois pendant un certain temps. Après, effectivement, faut l'enjeu que les choses restent cohérentes et rebouclent à la fin, mais ça, on tâchera d'y veiller. Alors, une autre question pour vous, sans doute, et n'hésitez pas aussi à poser des questions. Comment les rapports du Haut Conseil pour le climat sont-ils utilisés pour la décision publique? Nous avons des observateurs dans la salle. Je vous la pose, Joseph. Joseph Adjar. Oui, à nouveau, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la création de cette instance a été quelque chose de très positif sur la gouvernance. Le rôle du HCC, c'est d'apporter un regard neutre sur la politique de l'État. Donc déjà, c'est important pour le grand public, pour les observateurs, parce que ça permet de donner une source de référence sur qu'est-ce qui est fait, à quel point c'est compatible avec les engagements politiques, etc. Et puis surtout, c'est un aiguillon politique pour être à hauteur des ambitions qui ont été affichées. Je pense que c'est surtout ce rôle-là. Et après, dans les propositions alors plus détaillées du Haut Conseil, il y a des choses sur lesquelles l'administration, là je parle plus du travail technique, peut s'appuyer, reprendre, pour faire avancer des idées plus ambitieuses. Valérie Quignon-Ramus, j'ai une question de la part de Théophile. Quel scénario de l'ADEME est le plus compatible avec la lutte contre l'érosion de la biodiversité? On est en plein dans la COP biodiversité. Alors, c'est une question à laquelle je vais pouvoir répondre partiellement, on va dire. En tout cas, dans le détail, aujourd'hui, on n'a pas encore mené totalement cet exercice. En fait, on a commencé à travailler avec l'Office français de la biodiversité. La difficulté en fait de scénarios nationaux, c'est que la biodiversité peut pas être vraiment appréhendée de façon suffisamment fine en fait. Donc là, on est en train dans les faits de s'atteler maintenant à un exercice de prospective territoriale sur la base de nos 4 scénarios, et on va beaucoup plus creuser cette question de la biodiversité. Alors néanmoins, disons, de façon vraiment évidente, nos scénarios les plus sobres seront très certainement ceux qui seront plus favorables à la biodiversité. Pourquoi? Parce que déjà, on a pu, par exemple, aussi meilleur respect de la biodiversité. Et puis peut-être pour compléter, on a aussi dans ces scénarios-là une baisse très nette de ce qu'on appelle des intrants chimiques, donc des engrais. Et c'est pas juste pour une question de principe, on va dire, qu'on valorise l'alimentation bio dans ces scénarios-là. C'est aussi parce que les engrais chimiques sont issus d'une industrie qui est elle-même émettrice de CO2. Donc il y a toute une logique, on va dire, à la réduction de ces intrants
Mais donc, de nouveau, limiter les engrais signifie aussi respect davantage de la biodiversité. Yann Françoise, j'ai une question d'Olivier pour vous. Comment mobilisez-vous les élus sur le sujet du plan climat? Bon, puis après, comment arrivez-vous à lever les freins soulevés par les élus, etc., etc. Les élus, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même. La question devrait être inversée, en fait. C'est comment les élus mobilisent aussi l'administration. À un moment donné, il y a quand même une décision politique. C'est les élus qui ont décidé, par exemple, de la décision de calculer en empreinte carbone, bien évidemment sur une proposition de l'administration et à l'époque sur les premières évolutions du bilan carbone de l'ADEME. C'est vraiment un couple, vous savez, entre élus et administration. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, l'administration propose des choses qui sont innovantes et qui répondent à des ambitions. Et il faut aussi arriver à trouver à un moment donné l'élu ou le courage politique pour le mener. Parce que quand on parle là d'atténuation au changement climatique et d'adaptation au changement climatique et qu'on veut lancer des signaux importants, le premier plan climat, par exemple, il est adopté en 2007 avec des objectifs à 2020. Le dernier, il est adopté en 2018 avec une stratégie à 2050, avec un passage à 2030 et à 2020. Ça vous fait 6 à 7 mandats. Voilà. Ce qui veut dire que la majorité des maires qui ont proposé des plans climat ces 15 dernières années ne verront jamais le résultat, normalement, quelques-uns peut-être, mais normalement ne verront jamais le résultat de leur politique. Et parfois, ça peut mettre aussi en danger le mandat. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, on sait par exemple quand on lance des grands projets d'infrastructure, de tramway ou de rénovation énergétique, par exemple, de la copropriété privée, ça ne se fait pas en un mandat. La rénovation de la copropriété privée, même si vous avez tout l'argent nécessaire, les aides de l'État, les aides de la commune, les aides du département, les aides de la région, au mieux c'est 6 à 7 ans, vu le processus de décision en copropriété. Donc ça sort d'un mandat. Donc il faut aussi trouver des élus qui se projettent et qui y aillent derrière, avec bien évidemment, comme il a été dit en amont, tout le processus d'aide à la décision, avec les services de l'administration, les partenaires du territoire, et de voir là où il y a des blocages, qu'on peut lever ensemble ou pas, là où il y a des freins, soit législatifs communaux, soit nationaux, qu'on peut éventuellement essayer de corriger, et puis parfois de dialoguer pour faire passer le côté acceptabilité de tous, social ou technique, par rapport à certains sujets. Je prends un exemple simple, mais c'est plus pour la prochaine table. On parle de plus en plus qu'il faut végétaliser, désimperméabiliser les villes, mais ça marche très très bien l'été, les gens ils en veulent. Bon là on est en sécheresse encore, mais dès qu'il commence à repleuvoir, quand vous avez désimperméabilisé une rue avec mis un peu d'herbe ou autre qui devient de la boue l'hiver, on nous demande de remettre du béton à la place. Donc il y a aussi un dialogue permanent à avoir et d'explication. Je rebondis sur une question de Benoît Leguet tout à l'heure. Il nous parlait de business plan. Enfin, c'est moi qui ai dit business plan, mais en gros, il sous-tendait ça. Est-ce qu'une collectivité, est-ce qu'un État peut, l'État par rapport à l'Europe peut-être, peut dire voilà comment on va faire, voilà quelle est la balance, et voilà notre plan. On démarre par le local ? Oui, par le local. On le fait parce que tout simplement aussi, on va aussi chercher de l'argent, comme je disais, sur les marchés. Et donc, il faut un business plan pour les investisseurs privés et les confirmer. Aussi, toutes les collectivités, elles votent un budget équilibré chaque année, mais aussi des budgets pluriannuels sont indexés. Et on a des rapports qu'on publie chaque année. Nous, on a un bleu climat qui permet de suivre l'évaluation budgétaire. Et depuis 3 ans, annexé au vote du budget primitif de la ville, qui a lieu en ce moment d'ailleurs au Conseil, est annexé un document de l'évaluation climat du budget sur une méthode qu'on a fait avec les équipes de Benoît d'ailleurs, un peu similaire à l'évaluation nationale, mais qui intègre aussi l'adaptation. Et donc ça permet aussi de donner des indicateurs complémentaires, peut-être pour convaincre les derniers élus encore, mais plus pour être transparent par rapport à l'investissement, de voir la trajectoire. Et j'ai envie de dire plutôt l'inverse que tout à l'heure disait Benoît, c'est-à-dire de dire là, attention, cet investissement ou cette dépense, elle est effectivement très carbonée, elle emmène sur la mauvaise trajectoire, et donc il faut la retirer, il faut la corriger. Ça permet d'envoyer ces alertes-là. Peut-être un mot sur le... Non, mais ce que j'évoquais, c'est qu'on a un plan au niveau de l'État depuis 2015. Après, est-ce que ce plan est suffisamment opérationnel et, on va dire, contraignant presque, pour être forcément traduit dans les actes? Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les révisions successives à rendre ces stratégies le plus opérationnelles possible. Ça passe par plein de choses, en termes de gouvernance, en termes de réglementation, etc. Ça passe aussi par les enjeux budgétaires qui ont été évoqués. Au niveau de l'État, il y a maintenant un exercice qui fait écho à ce qui vient d'être évoqué, donc de budget vert, où effectivement l'ensemble des dépenses publiques au niveau de l'État sont cotées.
favorables ou défavorables vis-à-vis des différents enjeux environnementaux. Et après, effectivement, ce qui est maintenant important, et je pense qu'on en est tous convaincus, c'est qu'en face de notre stratégie de décarbonation, on est fléché très clairement quels sont les investissements nécessaires et quelles seront les sources de financement qui vont venir en face. Et donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille en vue de la prochaine stratégie nationale. Lola Valero. Et juste pour dézoomer un tout petit peu, donc nous on a la SNBC par exemple en France, mais en fait tous les États qui ont signé l'accord de Paris sont invités à soumettre ce genre de stratégie de long terme vers la décarbonation. Et il y a quand même une trentaine d'États qui ont soumis ce genre de stratégie de long terme et énormément d'États qui sont engagés pour la neutralité carbone. Alors avec différents niveaux de sérieux, de profondeur, de crédibilité dans les trajectoires. Néanmoins c'est un premier pas. Et il y a par exemple à la dernière COP27 sur le climat, l'Inde qui a rendu public sa stratégie de long terme de décarbonation, qui a notamment tout un chapitre sur la sobriété et les modes de vie, avec non pas uniquement l'idée de le faire chez eux, mais aussi de dire est-ce qu'on pourrait devenir chef de file de cette discussion au niveau international. Donc juste pour rappeler qu'il y a aussi le même genre de discussions qui ont lieu partout. Vous voulez peut-être oui, juste un tout petit complément. Donc par rapport, on va dire, au cap qu'on s'est fixé de neutralité carbone et aux trajectoires qu'on a proposées au travers de ces 4 scénarios, en complément, en fait, là, actuellement, on travaille sur quelles sont précisément les mesures de politique publique en fait, qu'il faudrait mettre en place pour rendre concret 2 de ces trajectoires qu'on a choisi, donc nos intermédiaires, on va dire, la trajectoire S2 coopération territoriale et la trajectoire S3 technologie verte, voilà, pour avoir justement aussi des choses encore plus concrètes, on va dire, à proposer dans le cadre des travaux SNBC. Lola Valero, je me tourne vers vous parce que vous regardez le monde, hein, l'international tout du moins. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on a toujours ce regard sur nous-mêmes, et c'est pas mal parfois d'ouvrir un petit peu les yeux. Il se passe quoi ailleurs par rapport c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide en fait depuis 2015. Alors les émissions au niveau mondial continuent d'augmenter et les engagements actuels sont insuffisants pour nous mettre sur le chemin du 1.5. Néanmoins, depuis la signature de l'accord de Paris, on voit des engagements de réduction d'émissions au niveau mondial qui, pour l'instant, entre 2010 et 2019, entre 2019 et 2030, si les engagements tiennent leurs engagements à court terme, on aurait des émissions à peu près stables. Alors, c'est très loin des 25 à 45% de réduction de CO2 qu'il faudrait pour tenir l'objectif bien en dessous de 2 degrés ou 1.5. Donc, on est très loin du compte. Néanmoins, c'est mieux que sans l'accord de Paris, parce qu'on avait encore des émissions qui devaient continuer d'augmenter très fortement dans les 10 prochaines années. Donc, on est encore très loin de ce qu'il faut faire. On a commencé à enclencher des discussions partout dans le monde, et c'est ça qui est important. Alors évidemment, l'Europe a un projet politique central avec le pacte vert. La Commission actuelle a tout un ensemble de législations vraiment importantes dont on n'entend peut-être pas autant parler qu'on devrait d'ailleurs, qui vont complètement changer notre quotidien. La fin des véhicules thermiques en 2035, on en a entendu parler, mais il y a aussi le contenu carbone des produits industriels. On a eu un accord aujourd'hui ou hier, je crois, sur ce sujet-là. Enfin, l'Union européenne est vraiment très motrice, mais il y a aussi des choses qui sont engagées, notamment aux États-Unis, qui a passé, après moult difficultés, sa première grande législation climatique, plus de 30 milliards de dollars qui vont être investis pour accélérer la transition énergétique. Et donc ça bouge pas assez vite, mais ça bouge. Ça bouge. Oui, si vous me permettez de rajouter un petit complément en fait, sur cette question de dimension internationale. Là, on va bientôt publier en début d'année un de nos feuilletons, comme on les a appelés, enfin des compléments en fait, de nos scénarios, sur la question d'empreinte matière et gaz à effet de serre. Et bon, sans vouloir dévoiler, on va dire, les résultats de cette étude, mais enfin globalement, ce que ça montre, c'est que on parle souvent là des 2 tonnes que les Français sont censés atteindre, enfin qu'à un niveau international, on est censé atteindre 2 tonnes de CO2 équivalent par personne par an.
cet objectif, en fait, on a du mal à l'atteindre si on ne fait pas preuve de grande sobriété de nouveau. Enfin, c'est même pas qu'on a du mal à l'atteindre, en fait, on ne peut presque pas l'atteindre. D'une part, il y a deux conditions à ça. Il faut absolument être très sobre dans notre consommation d'énergie, donc de biens de consommation. Et également, il faut finalement accompagner aussi la décarbonation des économies étrangères dont on va continuer à importer quand même pour certains biens. Donc c'est en fait ces deux dimensions-là. Déjà faire des efforts sur notre propre territoire, mais aussi aider, et donc dans cette notion finalement de solidarité nord-sud, comme on le dit souvent, ou je ne sais pas si c'est ouest-est, enfin bon, en tout cas d'accompagner aussi la décarbonation d'autres économies. J'aimerais aborder deux points en 3 minutes, je pense que ça va le faire, dont un avec vous, Valérie, le principe de valeur au carbone. Le principe de valeur au carbone, vous, votre truc, et alors vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais je le sais parce qu'on a parlé avant, c'est un point crucial pour vous, et ce point est crucial s'il est considéré dans le plus juste et le plus équitable possible. Pourquoi est-ce si crucial pour vous, ça ? Alors déjà, effectivement, les gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle une externalité. Je pense que tant qu'on restera dans les grands vœux, les pieux de neutralité carbone, en fait, on n'arrivera pas à grand-chose. Il faut d'une façon ou d'une autre que cette externalité, elle ait une valeur. Alors ça ne veut pas nécessairement dire une taxe carbone où on va taxer tout émetteur, mais ça peut être par de la réglementation ou d'autres leviers potentiellement incitatifs. Mais donc on a en fait du courant 2021 à l'ADEME mené un certain nombre d'ateliers avec différentes parties prenantes, tout autant État, chercheurs, ONG, des gilets jaunes, des élus, etc., pour retravailler en fait cette question effectivement de valeur du carbone. Puisque donc là aujourd'hui on a une trajectoire d'augmentation de cette valeur qui est figée depuis 2 ans, c'est ça, je ne sais plus, les gilets jaunes c'était 2018, donc ça fait bien plus. 4 ans. Mais donc effectivement ce qui ressort de façon vraiment clé, c'est que c'est la question en fait d'équité. C'est que alors, à la fois les citoyens qui pourraient souffrir d'une valeur de carbone, on l'a bien vu à la pompe, pour ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur bagnole pour aller au travail, il faut que d'une façon ou d'une autre, effectivement, ils aient possibilité de récupérer ce coût. Donc équité pour les citoyens, mais aussi équité pour les entreprises, parce que certaines aussi pourraient souffrir, en fait, et peuvent souffrir d'une valeur du carbone. De nouveau, j'évite le terme de taxe, hein, mais de valeur du carbone. Donc c'est aussi des accompagnements à avoir. Donc la notion vraiment d'équité, de justice sociale, du coup ça veut dire de transparence aussi vis-à-vis des finances publiques et de gouvernance justement dans l'usage de ces finances publiques, pour voir comment finalement ce qui peut être récupéré d'une certaine façon sur une taxe carbone ou autre peut être utilisé de façon vertueuse. Voilà, donc on a publié un rapport l'été 2022, là cet été, à ce sujet, et on espère aussi qu'il fera réfléchir à la fois les citoyens que nous sommes, mais aussi influencera les politiques publiques. Merci Valérie. Et mon tout dernier mot était pour vous, Yann-Françoise. Vous allez tout à l'heure prononcer le mot de plaidoyer. C'est-à-dire qu'une ville peut aussi tenter de faire émerger de nouvelles idées. J'en liste quelques-unes parce que a priori c'est celle auquel vous pensez. Le droit à l'expérimentation locale, avec un droit de regard éventuellement. Le transfert de compétences, le transfert de droits, de capacités aussi. C'est ça le plaidoyer pour une ville comme Paris ? C'est pas le seul plaidoyer, mais comme toute collectivité, on a des députés, donc on s'en sert aussi des sénateurs pour aller au Parlement. Et puis par moment aussi, on arrive à aller dans les groupes de travail des décrets, etc., pour influencer dans le sens de l'action. Oui, les collectivités en France sont des... Parce que tout à l'heure, on voulait dézoomer aussi, mais en France comme à l'international, les collectivités, les villes sont des formidables territoires de solutions, d'actions concrètes, mais aussi en direct avec la population.
comme disent certains, à portée de claque de la population. Mais donc on peut voir tout de suite si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc on réclame aussi depuis beaucoup de temps dans certains textes, dans certaines lois, des droits à l'expérimentation, contrôlés, guidés aussi avec les services de l'État pour voir, pour ne pas faire n'importe quoi. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure, le Paris Fonds Vert, qui est un fonds de transition écologique avec impact local. On est la seule collectivité à avoir eu droit à l'expérimenter pour le moment, parce que c'était ouvert dans la loi de transition écologique et il n'y a jamais eu le décret. Donc dans la réforme du statut de Paris, on a pu le mettre. Ces droits à l'expérimentation, c'est fondamental pour voir ce qui ne marche pas, est-ce qu'on peut généraliser très rapidement un peu partout. À la rigueur, j'ai envie de dire, l'élu local, il prend le risque aussi, et il verra bien, si ça ne marche pas, où il y a vraiment tout le monde contre lui, il met sa parole en jeu éventuellement aux prochaines élections. Mais entre autres, par rapport à ce qu'évoquait Lola en ce moment sur le contexte de la loi sur l'accélération du développement des énergies renouvelables, on voit bien aussi que les petites boucles énergétiques qui peuvent émerger dans certaines communautés, entre autres là où le réseau est compliqué et peut être défaillant, ça peut être une solution. Et que dans notre système qu'on a voulu très centraliser post-guerre pour plein de bonnes raisons, à un moment donné, peut montrer des défaillances et peut montrer d'autres opportunités maintenant qu'il faut qu'on arrive à intégrer pour stabiliser et aider l'atténuation, la sobriété et l'intégration des renouvelables. C'est quelques exemples comme ça où la décentralisation peut accompagner la SMBC dans son action. Merci beaucoup à vous, mesdames, à vous, messieurs. On peut applaudir ce panel.